Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Hello World. Je suis encore avec Nelliger aujourd'hui. Nelliger, es-tu là? Bonjour, je pense Oui. que tu aimes souffrir, ça doit tout expliquer. Pourquoi? Tout de suite. Parce que je suis là pour te faire chier. Ah! Oui, bah oui, oui. Ouais, c'est mon côté un peu masochiste. Ouais, ouais. Donc, bonjour tout le monde, bonjour la chatroom. Alors, quelques petites questions déjà de la part de Batix et Android Windows donc sur le concept de l'émission. Donc, oui, Hello World, c'est du live coding. Donc, c'est pour le moment principalement ce sera du React Native puisqu'on va s'appliquer à développer une appli pour le studio Renegade. Et Nelliger est là pour. Pour rappeler que React est natif dans la même phrase, c'est quand même bizarre du coup. C'est ça. Enfin, Nelliger est là pour faire un petit peu d'humour, parfois un petit peu de troll. Non, Non, jamais. jamais. Et voilà. Donc oui, Android Windows, c'est du JavaScript. React Native, c'est du JavaScript. Donc la semaine dernière, on avait balayé un petit peu les bases de JavaScript, notamment certaines nouvelles notations propres à ECMAScript 6. Et on avait Ouais, ça terminé. j'aimais bien. Comment? Ça j'aimais bien, c'était Ah, propre, je dois dire. n'est-ce Ouais. pas? Et on avait terminé. Alors, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. On avait terminé en parlant de ce qui pour toi est une hérésie du Oui, JSX. mais ça me fait encore mal de voir cet HTML là dans le JS. Je te promets, j'ai du mal. Je vois un doc Mac en arrière-plan, nous dit Android Windows. Mais oui, on voit Oui. ton doc. Ah bah oui, 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 mon doc est là. Alors, nous allons remédier à cela de ce Il y a pas. Jason qui te demande si c'est du framework du coup. Alors, c'est pas du framework, T'appelles ça comment? c'est une librairie. C'est une librairie. Alors, React est une librairie. React Native, c'est vrai que ça peut s'apparenter à un framework, mais en fait, c'est plus que ça. C'est plus ça ressemble plus à un runtime, plus qu'à une librairie. Mais c'est pas un runtime. Le runtime est chargé intégralement dans ce qu'on pourrait qualifier de machine virtuelle. La librairie ou le framework sont plus du code qui tourne dans un environnement qui est dédié pour. React Native, c'est un peu un hybride entre les deux, dans le sens où on a effectivement une appli mobile native qui tourne. Donc, quand tu génères une appli native pour iOS, par exemple, tu as un IPA. IPA, c'est le format de fichier d'une archive d'une application iOS qui est installable sur un iPhone, sur un iPad ou sur un iPod Touch. Et il embarque un bundle JavaScript qui est généré à partir du code React Native. Et c'est ce bundle JavaScript-là qui va contenir la plupart du métier de notre application. Donc effectivement, par rapport à du dev server avec PHP, par exemple, on est quand même assez éloigné, puisque le dev server avec PHP, tout le code tourne dans le serveur. Là, c'est du code client, et en plus, c'est du code client entre guillemets multiniveau, puisqu'en fait, tu as vraiment deux mondes. Tu as le monde natif d'un côté et le monde React de l'autre. Et les deux communiquent à travers ce qu'on appelle un bridge. Un bridge, c'est juste un pont de communication entre deux mondes qui sont pas supposés, enfin, qui communiquent à travers ce bridge, tout simplement. Donc, par exemple, quand on veut utiliser un SDK natif dans React Native, c'est tout à fait possible, mais il faut d'abord, au préalable, le bridger. D'accord. Alors, Hugi qui dit « Attendez, Pierre a fait une Cédric capillairement parlant ». Alors, je fais cette coupe tous les mois, depuis à peu près 22 ans. Alors t'inquiète pas, hein, les trucs sur les remarques sur les cheveux, c'est un peu la tradition ici. Moi, on me l'a fait samedi dernier. Donc non, c'est pas copyright, mais oui, oui. Dans tous les cas, régulièrement, vous allez me voir avec cette tête-là. Du coup, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on aborde les concepts de React
à travers React.js pour le coup, qui est la version web. Et ensuite Allons-y, on va, souffrons ensemble. ensuite on va repartir sur l'application mobile en React Native. Oui, parce que Alors, là, tu as montré ton Hello World Clock direct, mais partons d'une base, non? direct. Oh, alors attends, 2 secondes, les aléas du direct. Il me faut un tapis de souris si je ne veux pas décéder. L'enfer du setup. Tu utilises un tapis de souris, toi? Ben, c'est-à-dire que le, le bureau a changé. Et comme le bureau a changé, il est maintenant en verre. Et un bureau en verre avec Ah oui, c'est chiant. une souris optique, ça ne marche pas très bien. Ah, Ne j'ai bougez pas pas. utilisé de tapis de souris depuis qu'il y a les souris optiques. Voilà, j'ai piqué un tapis à Hugues. Alors, Android Windows qui dit il y a un YouTuber qui a fait une super vidéo PHP c'est de la merde. Ah, point d'interrogation. Ah, j'imagine qu'il doit démentir. Ouais, à mon avis, il montre ce qu'on sait tous avec tous les noobs qui font de la merde en PHP parce qu'il y a des tutos et puis voilà. Exactement. Et ce qui Bah oui, arrive non, mais aussi avec JavaScript. c'est PHP, comme je le dis, hein, c'est le refuge des pires et des meilleurs codes. Ouais, On a tous les niveaux, quoi. mais JavaScript c'est un peu pareil. Et en plus, JavaScript, t'as une notion de permissivité et de flexibilité du langage qui empire en fait la donne. PHP, c'est avec ses variables qu'il est très permissif. Ça lui est reproché souvent, Ouais. mais on voit pas vraiment la raison. Minotaur qui dit les tapis de souris c'est pour les faibles. Oui, voilà, les tables en verre avec des capteurs optiques, c'est pour les joueurs. C'est pour- JS, tu peux vraiment faire pire que PHP, nous dit Minotaur. Je sais pas. Tu sais, un mauvais dev, il peut vraiment faire de la merde sur n'importe quoi, hein. Bah, c'est-à-dire que JS, tu peux tuer un browser. PHP, tu peux tuer un Ouais. serveur. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est juste pas le même niveau. Donc bon, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus tendu d'avoir un J'étais- mauvais PHP qu'un mauvais JS. J'ai dépanné un ami tout à l'heure, j'ai vu du cake PHP. Je ne connais pas. Et tu as bien de la chance. Voilà, c'est tout ce que je voulais en dire. C'est The Cake is a Lie, comme dans Portal. C'est dans Portal 2, je crois. Ouais. Le gâteau C'est un peu est un mensonge. charge tout le code du monde avant d'afficher Hello World, quoi. Ouais, Ouais. bah c'est du classique. Android Windows qui dit c'est l'app mobile Studio Renegade, ce sera cross-device. Oui, React Native permet de faire du cross-device. Et il permet même de faire du cross-device jusqu'à la télé, en fait. Et même jusqu'à Windows et Windows Phone, puisque Nico Poppy l'a déjà exprimé clairement plusieurs fois. Oui, on ira essayer de faire une appli Windows et Windows Phone. Puisque sinon, je pense que le CM va me détester. Il va finir par me détester. Ouais, mais ça, c'est un peu un bail. T'es obligé de te faire détester par le CM. Moi, je fais ça très bien. Ouais. Alors Android Windows qui dit cool, appli cross-device, ce sera une PWA. Non, une PWA, donc c'est pour Progressive Web Apps. Une PWA, c'est une appli vraiment web qui possède la particularité de pouvoir être installée sur un device. Mais bien que le truc soit vraiment très prometteur, il y a encore beaucoup de choses que tu ne peux pas faire en PWA et qui sont, pour certaines applis, obligatoires. PWA, tu commences à pouvoir faire un petit peu de stockage côté client, mais ça reste assez limité. Dans une appli mobile standard, tu peux faire de la base de données, tu peux faire du traitement de l'image lourd, tu peux faire ce genre de choses. Et tu peux aussi, il y a un truc tout bête qui plaît énormément au marketing quand il s'agit de faire croître l'audience d'une app, c'est la push notification. Et si je ne dis pas de bêtises, les PWA ne supportent toujours pas les push sur iOS. Elles le supportent dans Android, mais pas sur iOS. Ah, c'est emmerdant. Donc ce sera une appli native, mais codée avec React Native.
Ah, mais l'appli Studio Renegade sera sur les stores ou ce sera un site web responsive? Ah ben l'un n'empêche pas l'autre, figure-toi. Oui, le site web il est déjà responsive d'ailleurs, le site web, Mhm. studiorenegade.fr. Et l'appli qu'on va faire en React Native sera sur les stores, effectivement, à terme. Tu peux considérer ça comme un site web responsive, en plus le contenu de l'appli finalement, hein. Mais en fait, ça dépend où tu situes le curseur. Dans ton appli, t'es pas limité à ce que. Enfin, sur le web, tu as certaines limitations qui vont entrer en ligne de compte. Euh, tu vas pouvoir, que tu vas Tu pouvoir as accès à des contourner. API, on va dire. Tu as Ouais, accès t'as à accès des à des API API. supplémentaires. Mais dans la construction, tu vois, tu hébergerais ça sur un serveur. Ça pourrait Le, se faire, tu n'aurais juste pas certains accès, quoi. le code React Native? Ben, quelque part, oui. Ouais, alors après, le code React Native, c'est une vraie appli native. Donc derrière, tu vas accéder au. Comme je disais, c'est une appli native qui, en fait, elle sait tout faire. Et elle prend ses ordres du bundle JS. Mais elle sait tout faire de façon native. De façon native. C'est-à-dire qu'elle utilise le UI Kit sur iOS, qui est Mhm. le kit de développement d'interface natif. Et Mais elle ça passe utilise sur un navigateur desktop, il me semble. Parce que j'ai déjà React entendu Native. quelqu'un qui voulait faire du React. Oui. Alors en fait, tu as React Native Web, qui est une librairie qui en fait réécrit une appli React Native pour qu'elle fasse du web. Enfin, Ah oui, donc du coup d'accord. qu'elle crache dans un DOM plutôt que dans un DOM virtuel à destination de, à destination d'une appli native, comme dans React Native. Donc Mhm. les PWA, je pense que c'est une bonne, c'est une bonne chose. Ça commence à donner de bonnes choses. Et je pense que ça ne pourra aller qu'en s'améliorant. Merci pour les bits, Toufik et Diapason. Merci beaucoup. Adrien Redon qui dit tu peux faire du server-side rendering avec React Native. Eh ben non, en fait, t'es pas hosté sur, tu peux pas hoster du React Native pur euh, sur un serveur. Donc tu ne peux pas faire de server-side rendering. Tout est hosté dans un bundle JS, mais qui lui tourne dans un thread séparé, mais toujours dans le contexte de l'appli mobile. Donc c'est un thread qui, sous iOS depuis la version 8, si je ne m'abuse, au sein de l'OS lui-même, tu as la possibilité de faire des types de threads qui s'appellent le JS Core. Et le JS Core, en fait, c'est un moteur d'exécution JavaScript. Je crois que c'est développé à la base, au-dessus du moteur d'exécution de Chrome, euh, sur, je crois, V8, ça s'appelle. Bon, je sais plus exactement. Mais grosso modo, non, pas de server-side rendering, puisqu'il n'y a pas de serveur. Merci encore pour les bits, Diapason, décidément. Toufik qui dit les PWA c'est bien pour faire des MVP, mais quand tu veux utiliser des périphériques genre Bluetooth, etc., tu es vite limité. Exactement. C'est un peu les mêmes limitations que tu peux rencontrer avec une appli Cordova, euh, qui est encore une autre façon de faire des applis mobiles, et qui est pour le coup. C'est un peu comme si tu avais un site web qui tournait en local dans une appli. Donc c'est encore différent. Bon, donc, Nelliger, tu, Oui. tu n'aimes pas cette notation, le JSX. Non. Ça, là, vraiment, ça me dérange de voir cet HTML là. Mais ça a du sens. Ça a du sens pourquoi? Parce que donc React et React Native, c'est de la programmation par composant. La programmation par composant, en fait, tu vas coder React à la base, c'est une librairie graphique. C'est pas une librairie, c'est pas un moteur d'exécution, c'est pas un runtime, c'est pas une librairie de gestion d'état, de machin, etc. C'est une librairie graphique. C'est-à-dire que à la base, Facebook, quand ils ont créé ça, c'était juste pour faire des morceaux de UI dans le site qui soient facilement réutilisables et facilement customisables et, euh, et que tout ça ait un maximum de stabilité. Du coup, ils ont opté pour une librairie de programmation par composant. Programmation par composant, qu'est-ce que c'est tout bête. On a typiquement là, si je regarde le code pen, on va avoir un composant pour la page entière. Ici, on va avoir un composant footer en bas avec Mhm. les différentes commandes. On va avoir un composant header avec les différentes commandes aussi. Et là, on va avoir un body séparé en deux avec ces petits machins là
qui contiennent le HTML d'un côté, le CSS de l'autre, le JS. Et tout ça, c'est ta logique métier, ta logique de rendu. Et chacun des éléments que tu vois peut potentiellement être un composant. Et du coup, en fait, c'est un peu de la programmation par arbre de rendu. Donc en fin de compte, Ah. tu Mais as un ton CSS, il est global comme pour un site? Tu dois retenir le schéma des éléments quand même. Alors pour un site, tu peux utiliser le CSS. En React, tu peux utiliser du vrai CSS. En React Native, Du tu peux vrai pas utiliser de vrai CSS. CSS parce qu'il n'y a pas de moteur de rendu CSS. Ah, Puisque en fin de d'accord. compte, C'est pour ça que tu le fous dans HTML là. le Parce style. que je vois color, tu sais. Color, vState, color. Ah oui, non, ça c'est dans l'état. Mais non, juste pour répondre à ta question, le CSS, ou en tout cas les styles de composants dans React Native, c'est ce qu'on appelle du CSS in JS. Donc ça ressemble à du CSS, et en fait, au lieu de déclarer du CSS en mode texte, tu vas le déclarer comme des objets JavaScript. Donc un peu comme si tu faisais ta déclaration de CSS en JSON. Mais ça ressemble beaucoup. C'est juste que il n'y a pas les tirés, par exemple. Donc texte D'accord. tiré à ligne, ça va être remplacé par texte A majuscule ligne. Du coup, même pour construire l'ensemble de ta page, la structure d'ensemble, tu dois faire du CSS dans le JS comme ça. Exactement, exactement. Hmm. Alors sur React JS, c'est pas forcément nécessaire. Sur React Native, ça l'est obligatoirement parce qu'en fait, cette espèce de méta CSS, il va être retranscrit en ordre natif de mise en forme de l'information. Donc si tu déclares une vue qui a une flexbox qui est séparée en deux, etc., bah, il faut que toute cette déclaration-là, elle soit parsée par l'application native. Ça passe à travers le bridge. Ça arrive côté application native et l'application native va en extraire de ce fameux méta CSS. Bah, l'application va les transformer en routine pour rendre la UI native. Donc Je vois. quand tu définis une couleur de texte, ben, derrière, l'application native va rendre un UI texte, qui est le composant texte dans UIKit le plus basique, et c'était sa couleur à travers ces choses-là. Alors, Nico Bobby qui dit inutile de faire une app Windows 10 mobile. Par contre, une app Windows 10 desktop serait très bien. Oui. Et ça, tu peux dans React.js native. Dans React T'as du mal à le Native, dire. React Native officiellement supporte iOS et Android. Après, tu as plusieurs scénarios pour faire une appli sur Windows. Soit tu veux faire une appli Win32 et en fait tu peux l'embarquer dans un Electron. Electron, c'est un conteneur d'application. Donc typiquement, j'utilise Visual Studio Code moi pour développer. Et il existe aussi un autre IDE qui s'appelle Atom. Les deux sont des applications Electron. Donc tu peux faire une appli comme ça. Mais sinon, tu peux aussi utiliser React Native Windows, qui est la version Windows de React Native. Je crois pas qu'elle soit supportée officiellement. Par contre, elle est plutôt avancée. Donc je pense que c'est avec ça qu'on jouera quand on passera. Et tu as peut-être l'avantage d'avoir accès à quelques API intéressantes, comme sur mobile, du coup. Oui, bah oui, Avec un oui, peu tout de à fait. chance. L'accès à la webcam, ce genre de conneries. Tout à fait, exactement. En fait, Electron, tu peux pas embarquer du React Native dedans. Tu peux embarquer que du React.js. Donc en fin de compte, tu es effectivement très limité. Bon, après, il y a une API Electron, mais bon, ça n'a pas l'air extrêmement poussé au niveau de l'intégration dans l'OS. Donc oui, React Native Windows, par contre, va nous fournir un bridge qui sera pas forcément de la même... enfin, aussi avancé que ce qu'on va pouvoir utiliser sur Android et sur iOS, mais normalement, si je dis pas de bêtises, ça doit maintenant être vraiment pas mal. Donc, Android Windows qui pose la question, tu as fait quoi comme étude de dev, Pierre Ségalen? J'ai fait la fac. Ça me fait rigoler parce que j'ai souvent été confronté à des recruteurs qui me disaient mais pourquoi t'as pas fait des études d'ingénieur? Et non, j'ai fait la fac. Je sais pas, Nelly Gare, ce que t'as fait toi comme étude? Moi, j'ai fait l'étude, démerde-toi tout seul. Ouais, bah Ce qui est, à mon sens, la meilleure de toutes, hein, de loin.
Bah, tu sais, la fac, c'est pas loin, hein. Non, j'ai pas fait d'études particulières. J'ai fait. Enfin, si, enfin, j'ai fait DUT, IUP, DESS, mais. Moi, j'ai passé le bac sans rien foutre. Puis on me disait, fais des études, fais des études. Genre, pas envie, BTS pour faire plaisir aux gens. Ça dure que 2 ans, tu vois. Et après moins d'un an, je me suis dit, ok, j'ai rien appris. Par contre, j'ai trouvé un taf. Au revoir les gens. Ouais, Voilà. bah ouais. Et puis en fait, plus tu commences tôt, au final, plus t'as de chances d'évoluer professionnellement et financièrement, je pense. Donc c'est pas forcément un mauvais calcul. Ouais, en fait, ce que je dis souvent, c'est un peu, je sais pas si j'ai raison, hein, mais je dis que dans l'informatique, si tu es capable de supporter le niveau d'études en France, c'est que ça doit pas être ton métier. Voilà. Oui, oui. C'est Non, que mais dans t'aimes tous pas les cas. vraiment l'informatique parce que t'en aurais pas besoin en fait d'aller là. De toute façon, le temps que tu sors de tes études, en général, tes connaissances sont périmées. Donc, je pense que Oui. dans les études, tu apprends à. Enfin, tu apprends à apprendre, déjà. Ah, j'ai eu déjà des conversations hallucinantes avec des diplômés qui ont fait pas mal d'années, figure-toi. Et on a des discussions sur le code et je me rends compte dans la discussion que putain, le mec qui me prend de haut, il ne sait rien faire en vrai. Ça arrive. Donc il Ça n'y a pas à arrive. vous sentir tout petit les gens, hein. Si vous êtes bon en code, vous en foutez de votre niveau d'études et vous savez quoi, les boîtes modernes, pas les boîtes à papa toutes pourries, hein, les boîtes modernes elles s'en tapent de votre niveau d'études, mais d'une force. Complètement. Complètement. En fait, à partir du moment où tu commences à avoir 4 ans de métier, sur le CV, études supérieures, il existe presque plus. Puis plus personne le lit. Ouais, voilà. Attends, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Et je sais pas, j'avais vu une procédure de recrutement de Google, mais il y a plusieurs années, ils ont peut-être changé depuis, où on te demandait pas ton niveau d'études non plus. Oui, Ils s'en c'est pas foutaient. étonnant. Ils venaient, ils te faisaient faire des trucs et ils voyaient si tu te démerdais ou pas. Ouais. Et pas en mode école à la con où tu dois tout savoir par cœur, en mode vraie vie où tu as accès à Internet et à toutes les ressources que tu veux. Et Ouais, débrouille-toi pour le faire. ouais, c'est Voilà. ça. Ouais, c'est ça, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Encore une question de Toufi qui dit ok, mais quand tu builds un projet pour iOS, tu peux l'ouvrir dans Xcode comme s'il était codé directement sur cette IDE ou pas? Oui. En Ah, fait, quand oui. tu initialises, ce qu'on a fait dans la première émission, on a initialisé l'application du Renegade à travers le CLI de React Native. Donc, c'est la commande React Native init. Ça a créé une structure de projet React Native. Donc, on se retrouve avec un petit peu de JS, un paquet JSON pour gérer toutes les dépendances du monde JavaScript. Et on se retrouve aussi avec. Alors, ici. Oh là là, j'ai du monde. J'ai trop de monde. J'ai beaucoup trop de monde. On se retrouve avec un répertoire Android et un répertoire iOS. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu petit peut-être. Et dans le répertoire iOS, on se retrouve avec une structure de projet iOS comme on peut la connaître dans n'importe quel type de projet Xcode. Et on se retrouve d'ailleurs avec un point Xcode Proj qui est l'extension de type de projet Xcode. Donc oui, on peut l'ouvrir avec Xcode et c'est même, enfin moi en tout cas je fais souvent par flemme parce que tu peux utiliser le CLI sans jamais ouvrir Xcode, mais modifier les Flemme. modifier les projets, modifier les propriétés d'un projet Xcode sans Xcode, c'est beaucoup d'embrouilles, beaucoup d'embrouilles. Non, mais entendre parler de flemme de la part d'un mec qui utilise des frameworks, ça m'étonne. Oh là 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 là, ça y est, ça y est. Alors que tu utilises des frameworks de façon quotidienne, j'en suis sûr. Ah non, moi je dev pas avec. Après, ce que les autres font dans leur programme, c'est autre chose. Bon, donc on va avancer un petit peu. Donc, Oui. on est sur de la programmation par composants, ce qui fait que, par exemple, si là tu vois, j'ai une classe JavaScript qui s'appelle ColoredClock, Mhm. qui étend React.component. Donc ça, c'est une façon de dire, je déclare un composant, tout simplement, React. D'accord. Donc pour rappel, on est toujours dans le monde web, on n'est pas encore dans le monde natif. Ça ne dit pas où ça doit aller ni quoi que ce soit. Non, 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 là Juste tu un le composant. déclares, enfin c'est une classe, donc c'est pas une instance, c'est une classe. Donc là pour l'instant, tu n'as rien instancié, c'est-à-dire que tu as juste créé quelque chose qui dit, si tu veux faire quelque chose, moi je vais faire ça. Mais il faut d'abord m'appeler. Il faut m'instancier. D'accord.
comme dans n'importe quel programme, n'importe quel langage objet. Pardon. Donc ça c'est le constructeur. Le constructeur, un appel à super. Je sais pas si en PHP vous avez ce type de notation. Je sais pas ce que c'est que super, pour être honnête là. En fait, ça appelle là, présentement, ça appelle le constructeur de la classe React.component, donc de la classe mère. Hmm. Donc c'est pour Ouais. dire, voilà, J'utilise pas des masses les objets, pour être honnête. Hein. ouais, bon, c'est pas bon. Par habitude, parce que pendant très longtemps, les objets sur PHP, dès que tu commençais à vouloir aller complètement là-dedans, il y avait des gros problèmes de performance. Ce qui a priori n'est plus le cas aujourd'hui, mais du coup, bah, j'ai pris des habitudes évidemment. Oui, oui. Bah, PHP, moi, j'avais essayé un petit peu le orienté objet, et oui, j'avais eu du mal. J'étais resté plutôt sur du séquentiel aussi, et plus sur de la composition de fichiers. Toufik qui dit, question subsidiaire, si je modifie dans Xcode, React aura les changements. En fait, dans Xcode, tu ne vas modifier que ton appli native. Et comme on a vu tout à l'heure, en fait, une application React Native, c'est une application native qui, en plus, fait tourner en tâche de fond un autre thread qui contient tout ton code React. Donc le code React a sa vie propre, c'est plutôt lui qui va mener la danse sur une application React Native. Et il va piloter à travers le bridge, qui est donc le lien, qui fait le pont qui fait le lien entre les deux mondes. Il va piloter l'application native elle-même. Donc, pour ta question, si tu modifies dans Xcode l'application, tu vas modifier donc son rendu. Donc, tu vas forcément modifier l'application dans Xcode. C'est-à-dire que c'est juste là où tu vas pouvoir, par exemple, définir quelles sont les icônes, les splash screens. Tu vas pouvoir y ajouter tout ce qui est image, etc. À chaque fois que tu vas utiliser une librairie, donc par exemple, je sais pas, il y a une librairie pour utiliser des icônes vectorielles à base de fonte, un peu comme Font-Awesome pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, on peut utiliser Font-Awesome dans cette librairie. Pour utiliser cette librairie, il va falloir la binder, c'est-à-dire dire à Xcode qu'au moment où tu compiles, en fait, tu veux compiler cette librairie aussi, qui a une partie native elle aussi, et tu veux l'embarquer dans ton appli à terme. Smashou nous dit en PHP c'est parent de construct, d'accord. Mais ça je vois, mais c'est le super que je vois pas à quoi il sert, parce que C'est juste le tu es mot-clé. déjà un constructeur. C'est juste le mot-clé. En fait, là, ce constructeur props, super props, c'est un truc, au début de React, on te dit il faut le faire parce que ça. C'est comme ça que ça marche, ta gueule c'est magique. Ouais, non, c'est pas ta gueule, c'est magique, c'est plutôt. Il y a certaines. Il y a- En fait, ça. Non, mais c'est vrai, il y a des syntaxes, tu sais pas pourquoi elles sont là, mais c'est comme ça. Bah là, en fait, c'est avant de définir ton état interne de ton composant. Et en fait, tu es obligé, entre guillemets, d'utiliser ce super dans le sens où si React.component, donc si la classe mère, a besoin de modifier l'état avant que toi-même tu modifies l'état, il faut qu'elle le fasse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très clair. Non. Mais bon, donc ta gueule, c'est magique. Voilà. Ça me convient très bien. Disons que c'est la syntaxe, voilà. Ouais, non, c'est la syntaxe. Ouais, non, par défaut, il te confirme qu'il faut l'utiliser quand même. Et donc, tout se passe dans un composant React, dans la fonction, enfin, toute la magie arrive dans la fonction render. Fonction render, Là, c'est tu celle, décris ce que ça doit faire. voilà, c'est celle qui dit enfin, qu'est-ce qu'on doit mettre à l'écran. Donc là, on voit qu'on a un div. Je sais, tu n'aimes pas le JSX. Et ils ont même pas mis d'accolade, c'est ça qui m'étonne. Tu vois, t'as dans la. Pas d'accolade, non, d'apostrophe, tu vois ce que je veux dire? De quote. Là, c'est juste retourne parenthèse et paf ton HTML. C'est intégré me au. surprend aussi. C'est parce que c'est intégré au préprocesseur. Enfin, Ouais, c'est pas considéré comme une chaîne en fait, c'est des commandes quoi. c'est considéré comme du code. C'est du Ouais. code, d'ailleurs. Ouais, c'est ça qui est perturbant, si tu veux. C'est un format de code. Là, en fait, c'est pour dire. En fait, tu peux l'écrire sans écrire de JSX. Tu peux faire du React sans faire de JSX. C'est juste que c'est beaucoup plus pratique avec le JSX. Donc là, tu pourrais dire document.createElement div. Ah oui, d'accord. Et ensuite, ce div-là, lui faire un append child de document.createElement button, machin, etc. Oui, d'accord, c'est la syntaxe que je m'attendrais à voir en JS, on va dire. Exactement. Et sauf que ça, c'est une notation JSX.
Et en fait, tout Plus ça, rapide, derrière, du coup. est remplacé par Babel en document.createElement, machin, etc. sur le web. Après, sur React Native, c'est plus des routines du bridge qui sont enfin, c'est remplacé par des routines du bridge. Mhm. Et du coup, là, je lui dis juste crée-moi un div. À l'intérieur, tu me crées un bouton. Ce bouton, dedans, tu vas m'afficher toggle color. Dans le onClick, tu vas me modifier mon état à moi. C'est-à-dire, je suis colored clock. Tu vas modifier mon état à moi. Si mon état est rouge, tu vas mettre bleu. Sinon, tu vas mettre rouge. Mhm. Donc, c'est pas. Ouais, jusque-là, c'est compréhensible. Hein. Voilà, pas très compliqué. Et ensuite, tu vas me rendre un composant clock. Ce composant clock, il n'existe pas encore au moment où on lit ce code-là. Par contre, là, tu vois, à mon composant clock, je peux lui passer un attribut un peu à la mode HTML. Et cet attribut-là, je vais lui passer en fait mon state.color, donc ce que j'ai défini et ce que j'ai fait de modifiable à travers le clic sur le bouton. Et ce state.color va être passé à mon objet clock, enfin mon composant clock, dans ce qu'on appelle des props. Donc là, tu vois, typiquement, On est d'accord que tu aurais pu faire des classes ou des ID CSS et changer de classe plutôt que de mettre la couleur en hardcodé. On est d'accord que c'est possible? bien sûr. Ah oui, oui, c'est complètement D'accord. possible. Parce Dans que le monde sinon, web. c'est un peu gênant pour le. Dans le? Dans le monde web. En React Native, Ah, ça veut dire c'est plus possible que ça. en native, tu dois, si tu dois gérer des couleurs, tu dois le hardcoder partout. Alors C'est une variable. tu n'as pas besoin de le hardcoder. D'ailleurs, là, c'est pas hardcodé, c'est passé dans une variable. Mais tu as besoin de l'exprimer à chaque endroit parce que ce n'est pas du CSS. Le moteur de rendu dans l'application mobile, dans l'application native, il va rendre chaque élément indépendant des uns des autres. Il n'y a pas de. Dans CSS, le premier mot de CSS, c'est cascading. Donc cascading style sheet, c'est pour dire tu vas déclarer un style potentiellement global au niveau le plus haut. Et en fait, chaque objet ou chaque élément que tu vas mettre à l'intérieur, il va hériter d'une partie du style qui s'applique à lui. Oui. Donc si jamais tu dis mon fond est noir, ma couleur de texte est blanche, sur ton body de ta page web, ton fond va être noir et tous les textes que tu vas taper dedans vont tous être blancs. Sauf. Si tu veux, c'est un peu une déviation, mais je pense tout de suite à la manière dont on va composer le design de la page et je me dis, si on a sa charte avec 5 couleurs, on n'a peut-être pas envie de répéter les codes couleurs partout dans le JS. Mais il doit y avoir Complètement. des façons de faire. Complètement. C'est pour ça que moi, en général, je me fais une classe à part qui contient mon thème. Et je référence toujours mon thème expressément pour pouvoir justement soit Et donc, implémenter du ton changement de bouton va thème. piocher là-dedans. Comment? Du coup, ton bouton va piocher là-dedans, dans cette classe. Et mon bouton, quand je vais Ouais. déclarer sa couleur, je vais lui dire va me chercher la couleur dans le thème. Par exemple, je vais déclarer une accent color qui va être la couleur de tous les boutons d'action sur mon application. Ouf, Et, tu me rassures un peu là. ah oui, non, 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 là sinon c'est du suicide. On est complètement. D'accord. On est clair. Il y a d'autres façons de faire aussi. Il y a les style components, si je dis pas de bêtises, en React Native, où en fait tu peux déclarer des composants qui vont pré-remplir leur style et que tu vas pouvoir surcharger par la suite par toi-même. Donc bon, il y a plein de façons de faire. React, c'est très permissif, un peu à l'image de JavaScript, et tu peux faire les choses de plein de façons différentes. Là, je vais pas forcément me faire état de la meilleure façon au monde pour le faire. Déjà parce que. Ah non, puisque c'est toi qui code, donc. Voilà, et c'est ce que j'allais dire. C'est déjà parce que j'estime pas être détenteur du secret absolu et de la vérité de comment les gens doivent coder Bah non, puisque c'est moi qui l'ai, donc. en PHP, En PHP. sans framework. Natif du vrai PHP, quoi, pas du PHP de feignasse. Ouais, voilà. Donc plus beaucoup en fait dans le monde. Plus beaucoup, non mais c'est vrai en plus, c'est triste. Mais ouais, donc juste pour être clair, moi à travers ces émissions-là, je voudrais qu'on explore un peu tout ce qu'il est possible de faire dans plein de façons différentes. Je me considère vraiment pas comme étant un ceinture noire troisième dan, grand maître de code ou quoi que ce soit. Je me considère juste comme un mec qui a un peu d'expérience, qui percute de temps en temps des trucs pas trop mal. Mais après,
Cher Ranger qui dit t'es le meilleur Pierre, meilleur Nelliger fait genre. Non, mais dans tous les cas, j'estime que de toute façon, on a tous à apprendre tout le temps, Oui, mais de bien tout le sûr, monde. je troll. En fait, je m'estime surtout comme un vieux con du code. Et donc, non, mais c'est vrai qu'il ne suis pas à la mode des façons de coder, et ça depuis toujours. Mais ce que je dis toujours aux détracteurs, quand j'ai des discussions techniques avec des clients ou d'autres sociétés, je dis oui, ok, on compare nos temps de réaction. Ah oui, mon code est 15 fois plus rapide. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je sais que je code pas de la meilleure façon qui soit, mais par contre, niveau rapidité, faut pas me chercher des crosses, hein. Ouais, bon, c'est déjà. Je pense que de toute façon, à partir du moment où tu codes quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne pas lentement, bah déjà, c'est que tu as compris comment coder, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus se torturer Ouais, c'est l'esprit. ça, quoi. Et puis bon, les problèmes aussi, les idées préconçues, quand tu ne réfléchis pas à ton code, c'est on a par exemple beaucoup de devs à l'heure actuelle qui vont pondre quelque chose très vite avec un framework, c'est ce que je reproche, sans penser à l'après. Et Ouais, ça veut dire, par exemple, ils remplissent une table de log, il n'y a pas de fonction pour la purger. oui, Moi, j'ai des habitudes que je me suis fait tout seul comme un grand, des habitudes de vieux con, c'est que avant de coder la fonction qui ajoute une ligne de log, je code d'abord celle qui purge. Comme ça, je ne peux pas l'oublier. oui. Tu vois, ça fait partie du genre de truc. Mais ça ressemble un petit peu à la démarche du TDD, donc du Test Driven Development, où en fait tu codes tes tests et tu les fais foirer avant de coder le truc la fonctionnalité en elle-même, quoi. Oh, C'est-à-dire merci Nico Poppy qui rappelle que j'ai 28 ans. C'est vrai, t'es un petit jeune. On va arrêter ce Oui. sujet. On va passer à autre chose. Donc, Oui. Clock, Clock. qui est du coup notre composant, notre colored clock, comme je te disais, pour l'instant, il ne joue qu'avec le state, qui est son état local. Et Clock, lui, si on va voir son code, le voici. Il déclare un state lui aussi, dans lequel il y a une date qui est définie à la date et à l'heure du constructeur, dans un premier temps. Ça, component didn't mount, c'est ce qu'on appelle une fonction du life cycle, du cycle de vie du composant. C'est-à-dire que component didn't mount est appelé une fois quand le composant a été rendu pour une première fois. C'est-à-dire que la fonction de render, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est modifié, que ce soit le state ou les props d'un composant, donc on a vu props, c'est les choses qu'on passe en tant qu'attribut dans le composant parent, notamment. Et state, c'est ce qu'on déclare nous-mêmes en tant que classe composant. C'est notre état à nous, notre tambouille à nous, en tant que composant. Si l'un des deux change, soit le state, soit les props, ça force, ça cause un ordre de re-render du composant. Tu me suis? Oui, non, mais je te suis, vas-y. Il n'y a pas de. Non, enfin, je veux dire. En fait, je pense que c'est le point crucial à comprendre dans React. Et c'est vrai qu'il est assez compliqué à mettre en forme et à mettre en exergue. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est dans un composant, j'ai des props, j'ai un state. Et si l'un des deux est modifié, je vais repasser à travers ma fonction de rendu, qui est fonction render. Et je vais avoir un nouvel affichage de l'état de mon interface, du morceau d'interface dont je suis responsable en tant que composant. Probablement le premier levier d'optimisation, j'imagine, là-dedans, d'ailleurs. Exactement. On va éviter de faire des renders 500 fois par seconde. Exactement. Sachant que, encore une chose un petit peu compliquée à expliquer, le modèle de mise à jour et le modèle de gestion des données, que ce soit les props ou le state des composants React, se base sur le principe de l'immutabilité des données. Alors, je sais pas si... L'immutabilité. L'immutabilité des données. Il y a des données mutantes? Non, des données mutables. Et merci, monsieur H, au fait, pour tes bits. Ah oui, merci monsieur H pour les bits. Non, il y a des données mutables. Par défaut, une donnée est mutable. Par exemple, si tu crées un tableau, donc un tableau en JavaScript, on l'a fait la semaine dernière, que tu fais un push dedans, tu as fait muter ton tableau.
C'est-à-dire que ton tableau en lui-même, son instance, sa référence en mémoire n'a pas changé. Par contre, ses données ont changé à l'intérieur. Tu comprends? Il y a un élément de plus au tableau. Mhm. Ça, en fait, si tu le fais, c'est-à-dire si dans ton state, tu mets un tableau Mhm. et que tu fais this.state.montableau.push quelque chose, déjà React va t'engueuler, parce qu'il aime pas ça, D'accord. et il le vérifie. Et même s'il t'engueulait pas, en fait, comme ton tableau n'a pas changé en lui-même, mais Il plutôt va pas le son rendre. contenu, C'est il ne son va pas contenu. causer de re-render. Mhm. Donc par Ah défaut, ouais, ça il y a fait ta déjà... vraie pièce là, quand tu démarres. Exactement. Il faut toujours se poser la question de la mutabilité des données. Et d'ailleurs, dans le monde React, en fait, quasiment toutes les données sont immutables. On parle souvent de fonction pure. La fonction pure en JavaScript, c'est un peu l'équivalent de la fonction statique dans un langage objet. La fonction Et du coup, statique, dis-nous, comment tu veux faire concrètement? Tu affiches les données d'un tableau. Tu veux changer ces données? eh ben, tu clones ton tableau, auquel Ouais. tu appends ton nouvel élément. D'accord. Et là, tu définis que maintenant, c'est ce tableau-là. Exactement. Et le nettoyage, il est inclus de l'ancien tableau ou tu dois le faire? Non, je pense que c'est le garbage collector de JavaScript qui s'en occupe. Ah, voilà, parce que c'est un piège à rame, sinon quand même. Hein. Ouais, mais alors, de mémoire, si je dis pas de bêtises, de ce côté-là, JavaScript est quand même surperformant. Parce que Ah moi, oui. j'ai déjà fait des applis React qui frappaient très fort, genre balancer 18 000 requêtes get sur un serveur en 1 minute 30, et vérifier chacune des requêtes, enfin l'état de chacune des requêtes à la sortie. Euh, et tout ça était de gérer de façon immutable avec des tableaux dans tous les sens. Et ben, j'ai jamais eu de ralentissement. En tout cas, j'étais surtout limité par mon pool de connexion. Oui, forcément, toujours problème en HTTP d'ailleurs. Ouais. En fait, Chrome, si je dis pas de bêtises, c'est 10 connexions max en simultané. Donc mes 1300, Hmm. mes 10 000, enfin mes plus de 10 000 requêtes, elles passaient 10 par 10 quoi. Mais c'est de toute façon, même si t'en laissais passer plus, on a toujours un problème de temps minimal pour une requête HTTP. Même si tu fais rien, même si t'en feras rien, même si tu reçois rien, il y a un temps minimal qui, selon le serveur distant, peut être vachement élevé. Ouais. Alors ouais, qui dit Enfin, en quelle tout cas, horreur, ça m'a l'air bien compliqué. Dupliquer à oh, chaque fois qu'on modifie. oui, bon, c'est une habitude à prendre. En fait, je pense que c'est la deuxième barrière quand on arrive dans React. La Non, première, c'est le oui, ça doit être JSX. chiant au début. La première, c'est le JSX. On se dit, ah, non. Et en fait, si. À terme, on dit oui. Et l'immutabilité, en fait, on gagne tellement en perf à côté que, en fin de compte, ça devient une seconde nature. C'est-à-dire quand on utilise le React, on sait qu'on est immutable au niveau des données. Donc, on Oui, mais fait. WebAMag nous dit on peut effacer le premier tableau. Ben, on y a répondu, en fait, si tu le fais pas, c'est le garbage collector qui va s'en charger. Si tu t'en sers plus, a priori, il va le jarter. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, même. Non. Non, je vais dire des bêtises, donc je vais me taire. C'est mieux. C'est mieux, hein. En général, c'est mieux. Non, non, non. Très honnêtement, je n'en sais rien. Le seul truc que je sais, c'est que j'ai frappé sur ce type d'algorithme et j'ai jamais connu de limite de ce côté-là. Donc, je pense qu'on peut y aller. Eh bien, très bien. De Donc, toute façon, c'est le si. genre de truc, il y a un scope. Hein. Bon, ces variables sont pas. C'est Ouais. comme quand tu fais des conneries dans une fonction PHP. Une fois que tu es sorti de la fonction, tout est poubelle. Ah C'est oui, le même principe, quoi. oui, c'est du scope. Oui, tout à fait. Revenons-en à nos moutons. Donc, component mount, on a vu le composant est monté. Donc, ce qu'on appelle monter dans l'informatique, c'est t'étais pas là, maintenant t'es là. Donc, sous Linux, par exemple, Coucou. quand tu mets une clé USB, il faut la monter, sinon elle n'existe pas. Enfin, maintenant, ça doit auto-monter maintenant. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de Linux. Automount, arrête, je faisais ça dans les années 90 déjà. Ouais, voilà. Et ça reste un montage. Très longtemps. Dans les années 90, ouais, tu devais pas être bien vieux dans les années 90. Ah non, mais c'était sur mes premières distributions Fedora. Mon Dieu, ça vient de loin, ça.
Du coup, le component did mount a lieu, enfin est appelé une fois que le premier render a eu lieu. Et là, on s'aperçoit que dans notre component did mount, donc après le premier render, on, on va faire un set intervalle. Un set intervalle en JavaScript, Ah, c'est quoi qu'est-ce? désolé, je suis obligé de réagir. Smashou a heurté mon petit cœur sensible. Mandriva, putain, Mandriva Linux, mais c'était pas le nom à la base, c'était le nom d'un magicien. Avant Hmm. Mandriva, ça s'appelait. Je sais Oh plus, là. c'était le nom d'un magicien. Alors là, Houdini? Ah ouais, non, alors là, je suis désolé, mais c'est une maladie de Proust, donc Mandriva, il faut que je cherche ça à porter un autre nom qui fait encore plus. Voilà. Ouais, enfin moi je me souviens d'avoir monté des clés USB, ouais, ça devait être pendant mes études en 2003-2004. Mandrake, putain, c'est ça, Ah oui, Mandrake. Mandrake, exactement. Oh. Ah, j'ai bossé sur C'était la distrib des QNX. noobs à l'époque, hein, parce qu'elle s'installait vraiment très facilement, et t'avais de base un truc tout à fait utilisable, ce qui était vraiment pas le cas de toutes les distributions Linux de l'époque, Oui. la vache. Tu veux dire celles qu'il fallait compiler d'abord avant de les installer? Ouais, c'est Par le genre de exemple. truc, ouais. Slackware. Du coup, un set intervalle, qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce donc? En JavaScript, tout le monde connaît, enfin beaucoup de monde connaît le set timeout. Cette timeout, c'est à ça que j'ai pensé, oui. Ouais. Dans set timeout, tu peux passer un callback et lui passer un nombre de millisecondes et lui dire exécute-moi ça dans le nombre de Et millisecondes que je te ici, file. c'est pas. Allez, j'essaye de deviner. C'est pas il va te le faire toutes les secondes sans que tu le redéfinisses. Exactement. Il définit Ah, un intervalle régulier auquel il va exécuter la chose. c'est la cron de JS. Exactement. C'est la cron de JS. Alors pourquoi est-ce qu'on fait this.timerId égale cet intervalle? Tout simplement pour garder la référence vers le timer, pour pouvoir le clear et faire les choses propres dans le component will_unmount, qui est le pendant du component will_mount. C'est un peu... on peut faire un parallèle avec, en programmation objet, le destructeur. Oui, Destructeur d'objets. T'as le constructeur, oui. destructeur. Important. Souvent ça s'appelle tu vois ton dispose. component will_mount qui est vide, tu sais que tu as affaire à un mauvais dev, a priori. Alors si tu as un did_mount qui crée des, alors soit des set intervalles, soit des event handlers, et qu'il les met et qu'il les vire pas dans son will_unmount, il est possible que tu aies des choses bizarres, genre des bugs. Tout simplement parce que si jamais ton composant continue d'écouter des événements du système par exemple, et que lui-même n'est plus dans la hiérarchie, Oui, eh bien ça peut faire des paf, tu m'étonnes. des pif paf pouf, parce que this est nul quand tu arrives dedans, et du coup ça fait mal. T'es plus bindé au composant. Donc le tick, qui est la méthode appelée toutes les secondes, puisque 1000 c'est 1000 millisecondes, le tick est déclaré ici, et ce tick-là fait juste un set state de la date. Donc en fait, il rafraîchit la date et l'heure, et c'est ce comportement qu'on voit ici. Tu vois, là j'ai une Oui, clock tout à fait. qui tourne seconde par seconde. En fait, c'est le tick qui, toutes les secondes, dans son set intervalle, va aller rafraîchir la date. Et dans le render, on fait effectivement, on dit juste hello world. State date local data stream. Alors, J'essaie this. de trouver comment il fait la liaison. Ah, this state date, c'est ça. C'est Exactement. le state date. Donc this.state, on la déclare avec une date. Ouais. On le lit avec this.state.date. Et on le modifie, non pas en disant this.state.date égale truc. Oui, on pourrait s'y attendre. Oui, et là, React va copieusement t'engueuler si tu fais ce genre de choses. Il faut forcément utiliser la méthode setState du composant. En fait, tu lui notifies que tu le modifies et que c'est fait exprès, quoi. En gros. Oui, et surtout derrière, ça s'assure complètement aussi que tu restes immutable. C'est-à-dire que le setState, il va jeter son ancien state et t'en créer un nouveau à partir de l'ancien. D'accord. Et tu lui passes en paramètre un objet. Là, mon objet, il y a date de point new date. Si jamais j'avais plusieurs choses dans mon state. Oui, c'était ma question suivante. Tu dois tous les remettre? Non. C'est de la composition d'objets. C'est-à-dire je lui passe un objet. Un objet, c'est des propriétés. Donc ça peut être vu un peu comme du clé-valeur. On en a parlé la semaine dernière. Uh-huh.
et il fait une espèce de... Il va cloner l'état complet, l'état d'avant, il va prendre mon objet, et il va vérifier si dans les propriétés, j'ai des propriétés qui existaient déjà dans l'état d'avant. Si j'ai des propriétés qui existaient déjà dans l'état d'avant, il va les remplacer par celles que je lui ai fournies, enfin les valeurs que j'ai fournies pour ces propriétés. Et pour toutes les autres propriétés qui existaient dans mon état d'avant, pour lesquelles je n'ai pas fourni de valeur, il va les laisser tranquilles. Et donc on arrive à pourquoi l'immutabilité c'est bien, parce que tous les morceaux de composants qui auraient... par exemple, si j'avais... là, tu vois, regarde, j'ai mon colored clock. Dans mon colored clock, j'ai un état dans lequel il y a color, mais potentiellement, je pourrais avoir d'autres choses dans mon état. Et je pourrais faire plusieurs trucs dans ce composant. Si je faisais plusieurs trucs, comme là, mon clock, il est bindé sur this.state.color, ça, c'est la props color qui est passée à clock. Si jamais j'avais, par exemple, le bouton est visible ou pas dans mon état, tu pourrais avoir un truc pour dire je vire mon bouton ou je vire pas mon bouton. Tu pourrais faire un this.setState de ton booléen qui dit si ton bouton est visible ou pas. Et ce truc-là ne provoquerait aucun re-render de ton composant clock parce que this.state.color n'aurait pas changé. Et il peut le faire que grâce à l'immutabilité, puisque color il sait pas lui si c'est un objet, une string, un int, enfin un number, etc. Parce qu'en JavaScript tu peux pas le savoir, enfin tu veux pas forcément le savoir. Et du coup si c'est un objet composite, le fait d'être immutable et d'avoir fait un set state, du coup ça va pas changer l'instance de cette couleur. Et du coup, ça ne va pas causer de re-render du composant clock. Et c'est là où on gagne beaucoup en perf. C'est-à-dire que quand tu fais ça sur une appli monumentale, si jamais par exemple, tu as une appli de e-commerce et que tu as un bouton d'ajout au panier, si tu cliques sur ajouter au panier et qu'il y a juste ton tableau de ton état, entre guillemets, qui contient les produits qui a été modifié, en fait, il n'y a que les composants qui vont avoir en propre ce tableau qui vont être rendus. Tout le reste va rester tel quel. Et oui, les renders, ça coûte cher. Sans consommer un seul cycle. Alors, les renders, ça coûte très cher, surtout dans le monde web, puisque les renders sont des accès au DOM. Et les accès au DOM, c'est ce qui coûte le plus cher dans le web. Du coup, on se retrouve bien avec notre composant qui nous donne une clock, avec Hello World, et si je clique sur mon toggle color, si on regarde le colored clock, on va juste le changer de rouge à bleu et vice versa. On vérifie que ça marche bien, et ça valide le fait que mon composant clock, qui est donc le Hello World it is machin truc, il est re-rendu soit quand son state bouge, à savoir quand la clock est mise à jour, la date est mise à jour, soit quand ses props bougent, à savoir quand la couleur qui lui est passée à travers this.props.color est modifiée. Alors justement, tu vas m'engueuler. Allez, vas-y. Ah non, j'ai rien dit. T'as fait un set state pour la color. Non, donc du coup, j'ai rien dit du tout. Je la ferme. Il y a le set state, c'est bon. Mais alors, on va faire directement la variable. On va faire un jeu. Faisons gueuler. On va faire un jeu. Est-ce qu'on peut le faire Ouais, on va se le tenter. Si je fais this.state.color égale, et que là je lui dis juste mon expression ternaire, et que je lui fais ça, et là, est-ce que read the fucking manual. Enable to consume machin truc bidule chouette. Je sais pas s'il a re-rendu là. Change view, non. J'utilise pas assez souvent ce truc là. Enfin bon, typiquement dans un React Native, si tu écris ça, tu vas te prendre un gros placard. Un gros placard. Non, parce que qui tu te prends pour modifier ça directement? C'est ça. On pourra le faire dans l'appli React Native d'ailleurs. T'es cru chez Mémé? Comment? Tu t'es cru chez Mémé là? On vient, oui. c'est ça le pat, on change tout. Exactement. On va faire juste rapido puisqu'il est 13h30.
c'est déjà fini, effectivement. Mais oui, c'est Comme trop dit court John comme Reese, vie. c'est beaucoup trop, ça passe trop vite 1 heure. Il C'est faut trop court, c'est trop que, court. il faut que j'arrive à changer des choses pour arriver à le, il faut que je Teaser, m'organise. faites-le chier les gens, ça va fonctionner, faites-le chier. Il faut que je m'organise. Roman Landell qui dit c'est pas du Shadow DOM en React, les renders coûtent le moins cher, non. Oui, alors c'est pas du Shadow DOM, c'est du Virtual DOM. Mais oui, le concept est un peu le même, effectivement. Et le DOM virtuel en React, je crois que je l'avais expliqué la première fois, pour la première émission. Oui, on en a parlé, effectivement. Le DOM virtuel, donc pour rappel, quand on fait le render de toute notre arbre de composants, on se retrouve avec un DOM, donc un peu comme un DOM, entre guillemets. On se retrouve avec effectivement l'équivalent d'un DOM qu'on pourrait balancer directement dans le browser. Mais si on faisait ça, en fait, on aurait des perfs monumentalement mauvaises parce que il y a tellement de renders par seconde qu'en fait, il faudrait tout reprinter tout le temps. Et ce serait une horreur. Et effectivement, ce qu'apporte le DOM virtuel de React, ou de Vue, parce que Vue fait la même chose, je crois même qu'Angular s'y est mis, je sais plus. Zut. Ce qu'apporte le DOM virtuel, c'est le fait que tu rends en RAM, donc virtuellement, ton DOM. La première fois, tu le rends entièrement et tu le passes à ton browser ou à ton application mobile native qui va faire le rendu. Et pour tous les renders suivants, en fait, tu vas faire une image de ton DOM que tu vas mettre en RAM aussi et tu vas la comparer à l'image précédente. Et un peu à la manière d'un contrôleur de code source, tu ne vas envoyer que les différences. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc un code source, un contrôleur de code source, quand tu modifies du code, il ne va pas renvoyer l'intégralité de ton fichier, il va juste en renvoyer les lignes qui ont bougé. Si elles ont été supprimées, ajoutées, il va renvoyer que ces choses-là. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des centaines de milliers de lignes de code à chaque fois que tu vas enregistrer quelque chose, eh ben, il va en prendre plutôt 60, 100, 200. Et ben, le DOM virtuel fonctionne un peu sur ce principe-là. Au lieu d'avoir des centaines de nœuds DOM à rendre à chaque fois, et ben, il va rendre que ceux qui sont à re-rendre. Je crois que tu as une émission de rencontre développeurs-clients. Dans la chatroom, on a des gens qui se rencontrent, qui veulent se parler. Alors, Smashou qui dit si tu as du temps à apprendre au moins, il faudrait que je te recontacte. Ah, il se passe quelque chose entre Smashou et Android Windows. Non, Webamag et Android Windows plutôt. Ah, On dénonce. tu as fait des études de dev. Oui, mais j'ai pas appris grand-chose. Bah, c'était un peu qu'est-ce qu'on disait. C'est dans mon stage et mon premier boulot que j'ai le plus appris. Ah bah, de toute façon, développeur, tu apprends tout le temps. Tout le temps. Il faut juste le savoir. S'il y a bien un truc qu'il faut épouser comme concept, c'est quand tu es développeur, quand tu deviens développeur, tu vas passer ta vie entière à apprendre et à te remettre en question. C'est clair. Et le jour où tu arrêtes, C'est clair. tu deviens un mauvais développeur, en général. Ouais, je commence à utiliser intensivement MongoDB que j'ai fui pendant des années pour de bonnes raisons. C'est qu'au début, MongoDB, il oubliait des données. Je sais Il pas si oubliait tu as des connu données cette période-là. Ah, Non. je te jure. Des fois, tu te connectais, tiens, il y a une collection qui a disparu. Sympa. Il y avait beaucoup de bugs dans ce goût-là, donc je fuyais comme la peste. Et maintenant, je me suis botté le cul, j'ai dit, allez, maintenant c'est super stable, alors on va profiter de Mongo. Ouais. Donc tu changes toute la vie quand même, et il ne faut pas hésiter à ne... Ça qui est difficile, c'est de ne pas rester sur l'idée préconçue, Mongo perdait des données par exemple. Il faut pouvoir se dire, il y a plusieurs années qui ont passé, je vais rechercher voir si c'est fiable. Et ça, c'est pour tout et tout le temps finalement. Bah oui, complètement. Oui, moi je dois dire que React Native, j'y suis allé un peu de façon violente, puisque je m'y suis intéressé. À l'époque, j'étais en mission pour un site de e-commerce français dont on taira le nom. C'était une mission pour laquelle j'avais un truc de confidentialité, donc je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet, mais je me suis intéressé à la techno. On pouvait faire des applis iOS depuis 6 mois avec. Et Android venait juste de sortir.
Et j'ai commencé à développer cette techno, enfin en utilisant cette techno, à cette époque-là. Sachant que comme toutes les technos, effectivement comme Mongo, ce que tu viens de raconter fait un peu écho à toutes les expériences que j'ai pu avoir avec des technos qui venaient de sortir. En fait, les lignes bougent forcément et fortement pendant les premières versions d'une techno. Donc, Là, il y a Spatchou qui me troll en disant fais pareil avec les frameworks, mais je suis désolé, il y a des trucs qui sont structurels. Un framework, ça alourdit, peu importe s'il est bon ou mauvais. C'est structurel, c'est comme ça, aucun framework pourra être léger. John Reese, Pierre, est-ce que tu donnes des cours particuliers? Alors, non. Non, là j'avais envie Des cours publics dans Hello World. Ah, c'est ça. Non, j'avais envie de commencer ce truc-là et puis de faire l'appli du studio Renegade avec tout le monde. Euh, Parce que comme je disais plus tôt, je pense que quand tu deviens développeur, il faut accepter le fait que tu vas apprendre toute ta vie et que tu vas t'améliorer toute ta vie. Donc je pense que c'est un bon exercice pour autant, enfin, même limite beaucoup plus pour moi. En fait, c'est égoïste comme truc. Mais tout ce qu'on fait est égoïste. Exactement. Savoir, bon. Non, mais je pense que c'est une bonne opportunité pour essayer qu'on apprenne tous ensemble et qu'on fasse quelque chose de sympa. Et on n'a encore pas pu regarder la pull request de The Penguin Face puisque j'ai pris trop de temps on a pris trop de temps en digression. Mais la prochaine fois, promis, on commencera là-dessus, à savoir effectivement sur l'appli. Nous arriverons à te faire streamer plus. Ouais. Et oui, je vais essayer de bosser sur le temps, sur la longueur des streams, effectivement. Donc pour faire court, non, je ne donne pas de cours particuliers. Voilà. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, j'ai loupé le lead time. Il est 13h38. Eh ben bravo. Je ne vous félicite pas. Hugues qui dit il faudrait faire 3 Hello World par semaine. Oui, alors j'ai un boulot à côté. C'est un peu compliqué. Comment te dire, j'ai une vie. J'ai un boulot et une vie, 3 enfants, des projets annexes. Donc, oui, non, c'est compliqué. John Reese, c'est mon premier pull request. Ah, mais John Reese, c'est The Penguin Face, du coup. C'est ça? Ça y est, il est démasqué. J'ai du mal avec les... Du coup, chacun a une identité sur chaque plateforme. Donc Ok. voilà, chers amis Slackers, parce que je rappelle que si vous sub à la chaîne, vous avez accès au Slack, ou si vous donnez sur Tipeee. Faites chier Pierre toute la semaine. Genre, c'est quand que ton émission fait 2 heures. Emmerdez-le tous les jours, s'il vous plaît, merci. Vous le citez, vous lui mettez une petite notif, voilà, ça fait plaisir. Ça coûte rien. Ben, merci pour les bits, Hugues et Captain Hugues, qui est dans la pièce à côté. On t'offre des bits maintenant tu quittes tout et tu fais que du Hello World H24. Ouais. Toufik, merci aussi pour tes bits. Ouais, merci Toufik, merci beaucoup. Ouais, la semaine prochaine... Non, alors la semaine prochaine, quand est-ce qu'Electronique et vous va durer 4 heures? Oh, ça y est. Oh, ça va. Allez. J'ai déjà étendu à 3 heures au lieu d'1h30. J'ai doublé la durée de l'émission. Ça va bien maintenant. Il est caustique, le Nico Poppy, il est caustique. Mais oui. Donc, pour faire short, pas de Hello World la semaine prochaine ni la semaine d'après. Appelez-moi flemmard, mais c'est des jours fériés. Donc plutôt que... Un dev framework, les gens, je vous présente, voilà. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et en fait, c'est uniquement pour dire que Nelliger a raison, effectivement. Non, mais du coup, on se retrouve le 15, on va faire une petite pause. Je vais essayer de bosser en attendant sur la possibilité d'étendre justement la durée de ces sessions-là. Et donc, Il essaye de bosser sur une possibilité, hein, donc vous faites pas trop d'illusions. Oh là là. Je vais peut-être demander à Nico Poppy de venir avec moi. Oh, tu ne feras que remplacer un troll par un autre. C'est possible. Non, mais du coup, ouais, le rendez-vous le 15 pour Hello World 4 et on entamera avec le pull request donc de John Reese / The Penguin Face
qui a fait du bon boulot. Pour un premier pull request, c'est vraiment du bon boulot. Il y a quelques petits trucs à modifier, on le fera ensemble, ça donnera l'occasion bah, d'avancer un peu plus sur l'appli et de commencer à manipuler tout ce qui est natif et tout ce qui est librairie. Et bah, le 15, Nelliger, si t'es toujours dispo, Oui. c'est avec grand plaisir. C'est la chatroom qui fait rire. Nelliger récupère sa tranche horaire et montre-nous pourquoi les frameworks c'est le concert selon toi. Et Smashou qui lui répond, ça s'appellera Hello Troll. C'est pas faux. Donc voilà. C'est bien ça, une émission Hello Troll. Ouais, ouais, mais par contre, ce serait difficile de la limiter à 4 heures. Je pense. Ah, ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça fait très plaisir. Je vais poster tout ça sur YouTube dès que possible. Et du coup, on se retrouve dans 3 semaines, 15 jours de vacances. Ça me permettra de rattraper les 2 premières émissions. Exactement. D'ici là, vous pouvez effectivement regarder les 2 premières émissions si vous les avez loupées. On se retrouve le 15 du coup. Et encore un grand merci à tous. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde. Et du coup, à bientôt. Merci Nelliger. Ciao. Des bisous. Au 15. Salut.